Waouh! Coucou les petits angoissés, bienvenue dans cette nouvelle formule des histoires courtes. On y va. Un citoyen de la ville de Giessen s'est vu gratifié par le quotidien Der Bild du titre peu enviable de gangster le plus bête d'Allemagne. Cet individu, aux fins de mois vraisemblablement difficiles, avait nourri le coupable dessein de cambrioler une agence bancaire. Sans grande expérience criminelle, mais doté d'une solide culture puisée sans doute dans les meilleures séries télévisées, notre homme avait imaginé qu'en dissimulant son visage sous une cagoule, il échapperait à la fois aux caméras de surveillance et aux futures poursuites. La saison ne se prétend pas à la mise sur le marché de passe-montagne, le braqueur a dû se contenter d'utiliser un simple sac de toile en guise de cagoule. À peine entré dans la banque, l'homme s'aperçoit avec stupeur que les ténèbres qui l'enveloppent ne se dissipent pas au fur et à mesure qu'il progresse en titubant. Fatale négligence! Il a omis de percer les trous dans le sac à la hauteur des yeux. Plutôt que de rebrousser chemin pour se donner le temps de parfaire sa technique, il bouscule la clientèle, s'approche d'un guichet, pointe son arme dans une direction approximative et ordonne à un caissier imaginaire de lui remettre l'argent du coffre. Indigné de n'obtenir qu'un ricanement de la part de son interlocuteur, le braqueur soulève sa cagoule et réitère son ordre. Le caissier lui réplique tranquillement qu'il est impossible d'accéder à sa demande et lui conseille de prendre la fuite pendant qu'il en est encore temps. Le braqueur s'est comporté de bout en bout en amateur, a raconté Gerald Frost, le porte-parole de la police de Giessen. Avant de quitter la banque, il a regardé droit dans la direction de la caméra de surveillance. Nous n'avions, dès lors, plus qu'à aller le cueillir chez lui et le mettre sous les verrous. Voilà, c'est la fin de cette première petite histoire courte. On continue. Nat Fraser, un commerçant écossais sans scrupules, pense pouvoir commettre le crime parfait. Pendant qu'un tueur à gages assassinera Marilyn, sa femme, contre la somme de 22 500 €, il sera, lui, au travail sous les yeux d'une dizaine de témoins, s'assurant ainsi un alibi incontestable. La première partie du plan se déroule comme prévu. Fraser cache le cadavre dans son jardin pendant 2 semaines, puis il le brûle, réduisant en poudre les os et les dents de l'infortuné à coups de marteau. Pour déjouer davantage la perspicacité des enquêteurs, il laisse entendre que son épouse infidèle a dû s'enfuir avec un amant de passage. À l'appui de cette hypothèse, il fait remarquer que l'alliance et la bague de fiançailles que portait cette dernière avaient été abandonnées dans la salle de bain. Fatal excès de zèle! En scrutant avec attention la bande vidéo, réalisée le jour de sa disparition, les policiers constatent l'absence des bagues dans la maison. Comment ont-elles pu réapparaître 7 jours après les faits? Convaincus de la culpabilité de Fraser, les agents de Scotland Yard poursuivent leur enquête et obtiennent les aveux d'un proche du suspect, l'homme qui précisément avait pris contact avec le tueur à gages. Condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, Nat Fraser a tout le loisir d'étudier les enquêtes de l'inspecteur Colombo. Enquêtes dans lesquelles, comme on le sait, les détails apparemment les plus insignifiants finissent par ruiner les plans machiavéliques des assassins. Fin de l'histoire numéro 2. En 2008, Alice Kurz, une veuve de 85 ans, domiciliée à Épinal, reçoit d'un opérateur en téléphonie mobile une facture de 2 700 €. Détail troublant, Alice n'a jamais possédé ni utilisé de téléphone portable. La vieille dame appelle à la rescousse Henri, son petit-fils, et porte plainte. La réponse de l'opérateur ne se fait pas attendre. 3 jours plus tard, l'infortunée grand-mère reçoit une nouvelle facture, cette fois de 14 000 €. Elle s'en indigne doublement et réitère aussitôt sa plainte, en vain. Une 3e facture lui parvient, assortie d'une lettre de recouvrement sommant feu Madame Kurz d'honorer une dette globale de 36 000 € sous peine de poursuite judiciaire. Au terme d'un interminable harcèlement des services de comptabilité de l'entreprise, Henri finit par découvrir la vérité. Son grand-père avait autrefois possédé un radiotéléphone. Bien que retiré de la circulation 20 ans plus tôt, à la mort de son propriétaire, l'appareil apparaissait toujours sur les fichiers informatiques.
L'antique téléphone s'était mystérieusement transformé en moderne téléphone portable. Les frais d'abonnement s'étaient accumulés au fil des décennies. Fin de l'histoire numéro 3. Allez, c'est parti pour cette dernière histoire, l'histoire numéro 4. Sylvain Salac a-t-il été, dans une vie antérieure, un candidat surdoué du concours Lépine, un virtuose du couteau suisse, un scout hors norme ou une réincarnation du célèbre magicien Houdini, le roi de l'évasion? Considéré par ses gardiens comme très ingénieux, ce détenu au profil dangereux était placé en quartier d'isolement depuis 1 an dans la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones lorsqu'il décida de s'en évader. Pour écarter les barreaux de la fenêtre de sa cellule, il utilise des barres de son lit comme levier. Puis il construit un grappin de fortune en utilisant le bois d'une petite table. Il fixe ensuite une corde tressée à partir des couvertures, qu'il laisse pendre le long du mur extérieur. La corde étant trop courte, notre roi de la cavale plie son matelas, le glisse par l'ouverture et le laisse tomber dans la cour afin qu'il amortisse sa chute. Une fois à l'air libre, il s'en sert pour franchir sans se blesser les rouleaux de fil barbelé. La découverte de sa cellule vide alerte les gardiens. Ils interceptent le fugitif alors qu'il achève son parcours du combattant et entrevoit déjà la liberté. Soulagé par le dénouement heureux de cette affaire, le directeur de la prison s'est montré fair-play. Bravo! Pour s'évader sans recourir à la violence, Salac a utilisé avec méthode et intelligence toutes les ressources que pouvait lui offrir sa cellule. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres petites aventures, des histoires vraies bien évidemment. À la prochaine les petits angoissés!